Bon, eh bien, tic-tac, avant la fin du mercato, il reste 2 semaines pour que le Paris Saint-Germain, en tout cas, se renforce et se débarrasse de quelques joueurs. On va faire le point sur la situation du Paris Saint-Germain et donner un peu nos pronos, de savoir qui va arriver, qui va partir, à quoi va ressembler l'équipe. Déjà, on va commencer à parler effectivement dans le secteur des arrivées, parce qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. Déjà, vous pensez qu'il y a combien de joueurs qui vont arriver d'ici la fin du mercato ? Si je dois mettre une petite pièce sur un chiffre, je dirais 3. 3. Notamment parce que Fabrice Hawkins de RMC, qui a eu des bonnes infos pendant ce mercato, nous a dit qu'il y aurait 3 nouvelles recrues. Ok. J'aurais tendance à le croire, donc je dirais 3. Et quel poste ? Là, c'est un peu la question, c'est soit 2 attaquants, un milieu de terrain, soit 2 milieux de terrain, un attaquant. Ok. Idéalement, moi je verrais 2 attaquants et un milieu de terrain, si tant est que tu gardes Marco Verratti. Ok. Et donc je me positionnerai sur ça. Ouais. Mehdi. Moi, indépendamment des départs qu'il pourrait y avoir, on va en parler après, je pense qu'il y aura... un peu lié. Hein. D'accord. Vas-y. Moi, j'ai mon avis. Et je pense qu'il y aura 2 arrivées, une en attaque. Je pense qu'on est tous d'accord sur celle-là, on va en parler aussi après. Ouais. Et une au milieu de terrain. Eh ben écoutez, moi je pense qu'il n'y aura que 2 arrivées et que 2 en attaque. Aucune arrivée au milieu de terrain. Voilà. Et c'est complètement dépendant des départs. Dépendant. Dépendant. Contrairement à toi, Mehdi Ouzirane. Donc, parlons de l'attaque. Parlons de l'attaque. Celui qui nous met tous d'accord. Visiblement, on dirait. Celui qui nous met tous d'accord et celui qui est, en tout cas, le dossier le plus chaud, c'est Randal Kolo Muani. Du côté de l'Allemagne, on parle d'un prix de 100 millions d'euros. En France, on parle plutôt d'un prix qui serait inférieur à 100 millions d'euros. Et pourquoi pas intégrer un joueur comme Hugo Ekitike dedans. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il va arriver au Paris Saint-Germain ? Si oui, est-ce que c'est le bon profil pour accompagner l'attaque du PSG ? Alors, est-ce qu'on pense qu'il va venir ? Oui. Est-ce qu'il va venir ? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, je pense que Kolo Muani, c'est quand même un profil qui est archi intéressant, notamment pour l'après Mbappé. Entre guillemets, on sait que Mbappé peut-être va rester, peut-être qu'il partira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un an, il ne sera normalement pas là. Ouais. Donc, pour préparer son départ, Kolo Muani, c'est peut-être le joueur aujourd'hui sur le marché des transferts qui répond le plus à ses caractéristiques. C'est un joueur d'espace, un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer neuf et qui peut jouer sur les côtés. Mais surtout, c'est un mec qui sait faire des passes décisives. Ouais. C'est un mec qui sait marquer des buts et Kylian Mbappé, il remplit ces 2 critères-là. Donc, c'est un profil intéressant. Maintenant, au vu du prix que tu as évoqué, donc on va dire une petite fourchette entre 80 et 100 millions d'euros, ça me paraît quand même vachement surévalué. Mais quand tu vois le marché d'aujourd'hui, tu vois que Olioun de l'Atalanta, c'est 80 millions. Tu vois que Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain, c'est 80 millions d'euros. Si ces 2 profils-là, c'est 80, Kolo, c'est au moins ce prix-là. En 46 matchs joués, il a 23 buts, 14 passes décisives. Donc c'est un attaquant qui est polyvalent, qui peut t'apporter à tous les postes de l'attaque, que ce soit en numéro 9, sur les côtés. Donc pour le coup, c'est un joueur polyvalent et qui est jeune, puisqu'il n'a que 24 ans. Donc il a encore tout l'avenir devant lui. Mehdi. Moi sur Kolo Muani, je rebondis d'abord sur l'aspect financier. Je pense que 100 millions d'euros, ça reste aujourd'hui le prix pour Randal Kolo Muani parce que le marché des transferts fait que. Donc tu es obligé de t'adapter. Il y a ce truc d'offre et de demande. Tu n'as pas aujourd'hui beaucoup de numéro 9 sur le marché et si tu en veux un, il faudra mettre le prix. Sachant qu'il y a quelques mois, tu nous avais dit quand même dans un autre talk, Kolo Muani, ce serait la connerie que pourrait le faire, qui a l'habitude de faire le PSG. J'allais venir juste après. Vas-y. Kolo Muani, pour moi, c'est vraiment la connerie que le PSG fait depuis plusieurs saisons. Voilà. Kolo Muani, c'est un pari. Que tu le veuilles ou non, il n'a pas l'expérience pour être qualifié de joueur expérimenté, pour être qualifié d'un grand, entre guillemets. Mais je finis du coup sur l'aspect financier. C'est un joueur de seulement 24 ans et à qui aussi il faut racheter les années de contrat jusqu'en 2027. Donc moi, entre 80 et 100, je pense que le PSG s'y retrouve. Après, pour répondre sur ce que tu dis et sur du coup ce que je disais avant, c'est que fut un temps, on nous parlait quand même d'un départ de Mbappé, on nous parlait d'une attaque que allait porter potentiellement Randal Kolo Muani. Aujourd'hui, tu as Gonzalo Ramos, tu as Kylian Mbappé qui jouera la saison prochaine, tu as Ousmane Dembélé et tu as Randal Kolo Muani. On n'est pas sûr encore que Kylian Mbappé soit là. Moi, dans ma théorie, dans ma réflexion, il est là. Dans 15 jours, le mercato est fini, il a réintégré le groupe. Je vois pas pourquoi il serait pas là pour la saison 2023-2024. Et donc, ce que je disais moi dans les talks précédents et ce que j'ai toujours dit sur Randal Kolo Muani, c'est que j'émettais des doutes à sa capacité à porter l'attaque du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il va s'intégrer à un collectif et je signe tous les jours Randal Kolo Muani s'il s'intègre et s'il est bien accompagné. Je pense qu'il va rendre des services en termes de profil sur le court terme parce que comme vous l'avez dit, il y a la polyvalence, il y a les buts, il y a les passes décisives. Il peut jouer en pivot, il a aussi beaucoup besoin d'espace et là par contre on peut émettre des doutes le jour où on fera face à des blocs bas et ce jour-là il arrive bien souvent au PSG et il peut aussi rendre des services au PSG sur le long terme parce qu'après Mbappé un jour ou l'autre va partir, peut-être l'été prochain, peut-être celui d'après et il faudra pouvoir compter sur des joueurs de la trempe de Kolo Muani. C'est sûr et pour le coup encore une fois c'est un joueur qui aussi, alors peut-être que c'est un détail mais il y a un Français issu de la région parisienne, donc en soi il connaît bien sûr, il connaît déjà l'environnement du Paris Saint-Germain. C'est le retour un peu du projet Île-de-France. En quelque sorte on va dire et pour le coup, même si on n'est pas très fan ici de ce projet-là, mais voilà, mais après, encore une fois... Ça compte pour les places, liste UEFA et compagnie. Liste UEFA, c'est important. Tu te renforces sur le plan sportif,
Mais il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Et puis c'est un joueur, comme tu l'as dit, sur qui tu peux compter sur l'avenir et un profil différent de ce que tu as pu prendre quand tu es allé chercher Gonzalo Ramos, quand tu es allé chercher Ousmane Dembélé. Et quand tu as encore normalement Kylian Mbappé, donc c'est un profil qui est différent, un profil capable de marquer et qui sait faire marquer. Là, le problème, c'est que tu as quand même 4 gros joueurs pour 3 places normalement. Et justement, est-ce que vous voyez l'arrivée de Kolo Muani, est-ce que pour vous c'est un titulaire? Il arrive tout de suite parce qu'il est titulaire. Dans un vestiaire, il y a souvent l'aspect financier quand même qui fait les hiérarchies, naturellement. En gros, celui qui gagne le plus, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais celui qui gagne le plus, naturellement, il a un poids un peu plus important dans le vestiaire. Généralement, en tout cas, ça se passe comme ça. Là, s'il arrive pour un chèque de 100 millions d'euros, tu te dis quand même que le mec va se faire une certaine place dans la hiérarchie. Laquelle, je ne sais pas, parce que je pense qu'on l'a constaté avec Luis Enrique, c'est la concurrence à tout va. Donc, il faudra qu'il fasse ses preuves face à la concurrence. Et la concurrence, ça va être qui? Ça va être Gonzalo Ramos, parce que moi, aujourd'hui, j'imagine qu'il arrive comme attaquant axial dans une ligne de 3. Donc, il va se battre avec Gonzalo Ramos pour le poste de numéro 9, moi. Ce que tu dis, oui, effectivement, le joueur qui a coûté le plus d'argent jouerait. Là, le problème, c'est que Gonzalo Ramos, c'est 80 millions. Dembélé, ok, c'est 50 millions, mais c'est peut-être 15 ou 20 millions de salaire. Et Kolo Muani, ça sera peut-être 80 ou 100 millions, mais ça sera quand même moins de salaire que Dembélé. Et potentiellement avec Kylian Mbappé en pointe. Mais c'est pas une réflexion automatique. C'est pas parce que tu as coûté plus que tu joues. Je dis juste qu'en général, l'aspect financier dans la hiérarchie d'un vestiaire entre en compte. C'est pour dire que le choix sera cornélien vraiment, parce qu'il y a Kylian Mbappé qui assurément prendrait sa place logiquement sur le côté gauche, Gonzalo Ramos qui est quand même le premier arrivé et sur qui il y a une compatibilité qui est trouvée normalement avec Kylian Mbappé. Donc il jouerait, il resterait une place à droite où Kolo Muani peut jouer, mais Dembélé c'est le pote de Mbappé et c'est aussi un joueur de top de classe mondiale. C'est aussi un ailier droit, en fait, tout simplement. Donc en fait aujourd'hui il y a 3 places pour 4 personnes, pour 4 gros joueurs qui sont venus pour des gros salaires, qui ont des gros salaires et qui sont venus pour beaucoup d'argent. Est-ce qu'on s'est pas plaint aussi justement du fait qu'il y avait peut-être il manquait de concurrence? Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux qu'il y ait cette concurrence. Il y ait des bons joueurs à chaque poste. Et je pense que Luis Enrique est le meilleur entraîneur aujourd'hui possible pour assurer une concurrence saine. Je pense que Christophe Galtier par exemple n'aurait jamais eu les épaules de gérer ces égos-là et ces joueurs-là. Je pense que Lucho par exemple, lui, il a assurément la qualité pour le faire. J'ai demandé déjà à nos viewers de savoir est-ce que Kolo Muani c'est le meilleur choix pour le PSG dans cette fin de mercato au poste d'attaquant de numéro 9 et si le prix est le bon, 80 à 100 millions d'euros, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, on vous répondra et on vous verra comme toujours. Et justement, on parle de l'attaque. Un autre joueur est ciblé aussi pour renforcer l'attaque, c'est Bradley Barcola. On parle d'un prix qui est supérieur aux 30-35 millions d'euros puisqu'il y a eu une offre orale il y a quelques semaines de cela qui a été refusée par l'OL. L'OL qui a besoin de liquidité. Donc c'est une piste qui est explorée par le PSG. Selon de nombreuses sources, en tout cas, ce joueur fait l'unanimité, que ce soit du côté de Luis Campos, Nasser Khelaïfi, Luis Enrique. Donc c'est une véritable piste encore chaude. Est-ce que pour vous, Bradley Barcola débarquera au Paris Saint-Germain dans les 2 prochaines semaines, oui ou non? Oui ou non, obligé, on peut... Tu peux dire oui mais aussi. Ouais, pour moi c'est non mais. Non mais parce que je pense que l'OL sera le plus gros frein à cette opération. Okay. Je disais souvent même dans les talks précédents que ils auraient besoin de vendre et parce qu'ils n'auraient pas nécessairement besoin de Barcola parce qu'ils ne jouent pas l'Europe et parce que financièrement ils ont besoin de liquidité. Okay. Finalement après réflexion je me dis que sur le plan sportif ils ont peut-être besoin de Barcola quand même parce que j'ai regardé le premier match contre Strasbourg et tu te dis que effectivement ça manquerait énormément de talent si vendaient Barcola. Donc je me dis que Lyon peut être le frein. Après sur le reste j'ai l'impression et il me semble que le joueur a envie de venir, qu'il fait l'unanimité comme tu l'as dit, je vais même aller plus loin, c'est que Luis Enrique l'aurait au téléphone selon les infos d'RMC Sport, donc le coach le veut, du côté du PSG en tout cas, et lui il veut aussi rejoindre le PSG. Donc ça peut se faire, il faudra que le PSG fasse un effort, mais Lyon pourrait être un sérieux frein à cette opération. Allez, je te dérange 2 petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 60 000 abonnés et ça c'est énorme. Mais c'est pas fini, tu peux encore nous aider en t'abonnant, en lâchant ton meilleur like, commentant, partageant la vidéo. Franchement, on vous prépare encore du lourd sur la chaîne, donc n'hésite pas à nous soutenir. Allez, on revient à la vidéo. Moi j'ai beaucoup de doutes quant à son arrivée parce que oui, Mehdi l'a dit... Effectivement, Lyon serait quand même le plus gros frein parce qu'ils auraient besoin de liquidité, mais ils ont quand même besoin peut-être de se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine pour assainir les finances du club. Et on sait que c'est compliqué. Et voilà, alors ça sera encore plus compliqué si tu perds Barcola. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de doutes sur le fait que le PSG, je sais pas, parce que là, tu parles de quoi? Tu dis que c'est 30-35 millions, ça a été refusé. Non, plus de une quarantaine. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faudra mettre, allez, on va faire une grosse fourchette, il faudra mettre 50 millions. Ça fait quand même un autre transfert encore très très cher. Ça veut dire que là, sachant que tu as perdu, il faut rappeler quand même, je comprends ce que tu veux dire, mais potentiellement tu perds Hugo Ekitike dans cette intersaison. Tu perds Neymar et tu perds Messi. Donc tu as perdu quand même 3 éléments offensifs. Là, tu en as 2 qui sont arrivés de manière certaine. Tu as Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé, potentiellement 3 avec Randal Kolo Muani, mais en termes de stats et de talent, remplacer Messi
et Neymar. Ah oui, c'est mais quand bon, même beaucoup. je suis Donc c'est pour désolé. ça qu'il faut peut-être aussi un quatrième, justement, presque pour perdre 3 joueurs, il faut que tu en reprennes 4. Il me semble qu'on a recruté aussi un ailier avant pour 22 millions d'euros en provenance de Mallorca. Lee Kangin. Lee Et Kangin. justement, peut-être Qui a, qu'il serait... qui a staté à peu près équivalent avec Barcola l'année dernière. Il a fait 6 buts, 6 passes en Il y a championnat. un mec aussi qui est arrivé gratuit du Real Madrid. Marco Asensio. Non mais donc en fait, tu les as tes attaquants. Donc Oui, moi, mais sauf que déjà l'année dernière, tu étais un peu short en termes Oui, de non, mais rotation. totalement. mais là, T'avais c'est là, tu besoin serais quand pas même d'attaquants. short. Et moi, je trouve que c'est excellent. Et c'est pour ça que j'aimerais que Barcola vienne. Mais après, si on parle objectivement, je pense qu'il ne viendra pas. Je pense qu'il viendra parce que je pense qu'encore une fois, ce que je disais, tu as quand même pas mal de manques en attaque. Et je pense qu'un Lee Kangin, par exemple, et il y a les informations commencent à circuler, et je suis assez d'accord là-dessus. Et qui redescendrait d'un Il cran. pourrait redescendre d'un cran au milieu de terrain parce qu'il a des qualités de passe, des qualités de dribble au milieu de terrain qui peuvent être intéressantes. Maintenant, il faut voir physiquement si ça arrive et s'il arrive à tenir dans des matchs de Ligue 1. Mais pour le coup, ça me surprendrait pas que Lee Kangin soit considéré comme un milieu de terrain et qu'on laisse la place sur un côté, effectivement, pour un Bradley Barcola qui pourrait je arriver. pense que Avec Barcola, tu as un vrai profil d'ailier. Tu as aussi une vraie polyvalence parce qu'il peut te faire l'aile gauche et l'aile droite. Et tu as aussi un joueur qui a une soif d'apprendre et qui a conscience que d'arriver sous les ordres de Luis Enrique à côté de Mbappé et de Dembélé, bah, il a tout pour apprendre. après, attention aussi, par exemple, on a vu un Dembélé aussi à peu près au jeune âge qui est parti pour à peu près la même somme. Donc c'était entre 30 et 40 millions à Dortmund. On n'avait pas connaissance encore de sa défaillance physique. Barcola, malheureusement, il a très peu de matchs en Ligue 1. On ne sait pas C'est encore moi, si ouais. il répond bien physiquement au haut niveau. On verra bien. Moi, j'ai quand même des doutes sur cette opération. Ouais. Même si je le dis et je le redis, ce serait exceptionnel et je serais très content de l'arrivée de Barcola. Mais déjà, j'invite aux gens, aux viewers, de voir. On a fait un talk sur Barcola pour faire vraiment son profil, de savoir est-ce que c'était le joueur idoine pour le Paris Saint-Germain. Donc, je vous invite à le voir. Et pour les autres, de commenter, savoir est-ce que pour vous, Barcola signera au Paris Saint-Germain. Et si oui, est-ce que le prix de 50 millions d'euros, c'est trop pour Bradley Barcola du côté de l'OL. Bon. Donc, ça va être intéressant. Passons aux choses sérieuses, aux choses qui fâchent. Le milieu de terrain. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le middle of the pitch. The middle of the pitch, you take a picture with him. D'habitude, c'est à la fin et C'est il fait de plus en plus tôt. Take a picture with him. Non, tu les Vous fais avez trop pas tôt. la ref. Trop tôt. Fais-les à la fin et voilà, au moins on pourra finir la vidéo avec ça. Donc, le milieu de terrain. Le milieu. Yes, Bon, yes, ma- milieu de terrain. Let's go. Le milieu de terrain, tu as plusieurs noms potentiellement qui pourraient arriver. Le PSG chercherait 2 profils, selon les informations, un profil athlétique et un profil technique. Ça me fait rire de catégoriser les joueurs comme ça. N'est-ce pas? Et donc pour le coup, on te parle de joueurs comme Ibrahim Sangaré qui pourrait arriver du côté du PSG. D'autres noms aussi circulent, mais de plus en plus la tendance, ça serait donc de faire redescendre Lee Kangin, on en parlait tout à l'heure, en tant que profil créatif au milieu de terrain. Et quid de l'avenir de Marco Verratti? Est-ce que pour vous, Verratti restera au Paris Saint-Germain à la fin de cet été? Je pose directement aussi la question aux gens dans les commentaires. Verratti restera-t-il au PSG cet été? Ouais. Ou est-ce qu'on va vivre un nouveau départ marquant dans l'histoire du club? Moi, je sais pas, est-ce que Marco Verratti va rester? C'est pour moi, il doit absolument rester au Paris Saint-Germain parce que, alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il doit rester, mais c'est aussi surtout, je pense à Zaïre Emery, qui est un jeune joueur, qui est bourré de talent et qui, je pense, aura besoin d'un mentor entre guillemets pour lui permettre d'évoluer à un haut niveau. Et je pense que Verratti, c'est l'association parfaite avec Zaïre Emery et puis surtout pour le bien du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Si t'as pas de top milieu aujourd'hui au Paris Saint-Germain au milieu de terrain, mais ça va être compliqué de rivaliser en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ce joueur créatif dont on nous parle, il est là, c'est Marco Verratti normalement. Normalement, t'as Marco Verratti, ce milieu créatif qui peut te permettre de casser des lignes, de récupérer le ballon. Tu l'as, donc pourquoi forcément, en fait, cette recherche du Paris Saint-Germain, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit que tu prépares l'après Marco Verratti, soit que tu as envie tout simplement de le mettre sur le banc. Et donc Luis Enrique se dirait bon bah oui, je me plie à la direction parisienne et je me passe de Verratti, ce que je pense qu'il n'a pas envie. Mais bon, c'est compliqué. Moi je pense qu'il va rester quand même. Et en tout cas j'espère qu'il restera. C'est vraiment important, je pense. Moi, je pense qu'il va rester pour plusieurs raisons. La première, tu l'as évoqué en dernier, c'est Luis Enrique. Je pense que déjà, dans un premier temps, il veut... Alors visiblement, Luis Enrique était quand même pas hyper satisfait par son retour en vacances et le fait qu'il n'était pas non plus dans une super forme. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué les premiers matchs de préparation. En termes de jeu, je pense qu'il est fan du joueur et qu'il connaît les qualités du joueur et qu'il aimerait bien travailler avec lui. Et autre chose aussi par rapport à ça, c'est qu'il avait dit aussi en conférence de presse, vous avez vu mes paroles, maintenant vous allez voir mes actes. Et dans les actes, on a vu qu'il n'y avait pas de Marco Verratti dans le groupe. Je suis totalement d'accord avec toi et j'ai la même lecture des mots et des actes de Luis Enrique que toi. Maintenant, je pense qu'en termes de profil de jeu, il serait totalement Luis Enrique compatible et le coach pourrait vraiment l'apprécier et s'appuyer sur lui. Après, il y a autre chose, c'est la position du joueur. Beaucoup disent qu'il est ouvert à un départ, qu'il veut partir, qu'il en a marre, etc. Mais les dernières informations nous font quand même écho d'une certaine compétitivité
de Marco Verratti qui pourrait le faire rester en Europe, justement, plus précisément au PSG, plutôt que d'aller en Arabie Saoudite. Et moi, j'y crois fortement. Je pense que cette nouvelle vague et cette nouvelle ère et cette nouvelle page au PSG va un peu le mettre dans l'ombre, entre guillemets. Il sera pour moi moins exposé, mais tout aussi responsabilisé sur le terrain. Et ça pourrait lui permettre d'évoluer dans un environnement un peu plus serein et de retrouver le niveau qu'il a eu pendant 10 ans, sans compter cette dernière saison. Donc je pense qu'il va rester parce qu'il veut être encore compétitif, parce qu'il a l'Euro à préparer et que, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, il a encore une soif, je pense, de gagner, que ce soit avec l'Italie ou le PSG. Moi, je suis assez d'accord avec vous. En fait, je ne comprendrais pas parce que, justement, le PSG cherche un milieu de profil créatif, mais tu l'as déjà. Et quelqu'un qui connaît la pression des gros matchs, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui connaît le club. En fait, il coche tout. On comprend qu'effectivement, il faille tourner une page, mais c'est ce qu'on disait lors d'un précédent talk. Changer trop de choses au même moment de joueurs trop importants, à un moment, ça te crée aussi un certain déséquilibre, quoi. Et Marco Verratti, c'est quand même un joueur qui est important dans l'histoire du Paris Saint-Germain, parce qu'il est toujours apprécié par des membres d'un vestiaire. Donc pour le coup, quelqu'un comme Verratti, c'est important. Et puis, je répète, et vous le disiez, dans un profil de jeu, tu recherches de la créativité. Pourquoi tu vas te casser la tête à essayer d'aller chercher d'autres joueurs, dépenser de l'argent, etc., alors que tu l'as sous le coude? Et ce que disait Mehdi, il avait raison, c'est que les dernières saisons, il y avait une forme de pression autour de Marco Verratti parce qu'il était seul au milieu de terrain, parce qu'il était trop responsabilisé, parce qu'aussi tu n'avais peut-être pas des entraîneurs qui arrivaient à le mettre dans des meilleures conditions. Avec Luis Enrique, avec le nouveau collectif, la nouvelle ère qui s'amorce du côté du Paris Saint-Germain, c'est une bonne chose pour lui qui en soi effectivement pourrait peut-être aussi lui permettre d'aller rechercher encore de la compétitivité. Peut-être qu'il y a quelques semaines, quelques mois, il n'avait plus cette compétitivité, mais là le fait d'être mis en concurrence, d'être challengé au sein de l'effectif du PSG avec un nouvel entraîneur, avec un nouvel effectif, peut-être aussi ça peut lui servir dans son envie de revenir au meilleur niveau, quoi. Il faut juste rebondir sur le marché des transferts. C'est un joueur qui gagne près de 10 millions d'euros. Ouais. Je pense qu'en Europe, il y a très peu, voire pas d'équipe qui serait prêt à mettre 10 millions d'euros par an sur Marco Verratti. Et le PSG demande entre 50 et 60 millions d'euros pour son joueur aussi. Donc tu prends en plus l'indemnité de transfert que tu viens de rappeler. J'ai comme l'impression quand même la seule destination possible pour lui, c'est l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça l'enchante réellement d'aller en Arabie Saoudite? Moi, je ne pense pas. Après, tu as quand même les côtés noirs de Marco Verratti qui posent problème, et il faut le dire, du côté des supporters parisiens et même du côté de la direction. C'est que Marco Verratti, c'est quand même un joueur qui est extrêmement blessé, qui est souvent absent dans les grands matchs, pas quand il est sur le terrain, mais absent parce qu'il ne joue pas. Donc ça peut être aussi un point que le PSG a envie de régler, c'est-à-dire avoir de la fiabilité au milieu de terrain. Et il y a des profils qu'on va évoquer qui ont peut-être plus de fiabilité, peut-être moins de talent, mais peut-être qu'à un moment, pour la cohésion de l'équipe, il faut quand même des joueurs qui soient sur le terrain. Mais enfin aussi, pour qu'une équipe soit bonne, il faut aussi des meilleurs joueurs sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre fiabilité et talent. Et Marco Verratti, malheureusement, il coche qu'une des deux cases. Et le PSG va essayer de trouver le juste milieu entre talent et fiabilité. Et est-ce que, justement, parce qu'on parlait de certains joueurs, on entend les noms d'Ibrahim Sangaré, on parle de Manu Koné, par exemple, il y a ce genre de profil. Est-ce que pour vous, c'est ce qu'il faudrait au Paris Saint-Germain? Est-ce que pour vous, c'est ce qui va signer au Paris Saint-Germain? Là, typiquement, on parlait de balance entre talent et fiabilité. Là, en talent, tu régresses beaucoup, mais peut-être qu'en fiabilité, tu gagnes beaucoup aussi. Oui, donc, mais je répète toujours, quand tu as un joueur, alors je dis pas que c'est le cas, mais quand tu as des joueurs moyens sur un terrain, même s'ils sont moyens et qu'ils jouent 90 minutes, ça reste 90 minutes de moyens. Manu Koné, c'est pas non plus un joueur moyen. Non, mais j'ai pas dit ça, mais je parle par exemple quand on voyait des Carlos Soler, de Fabian Ruiz, tu pouvais avoir, ils sont très fiables, 90 minutes, impeccable, mais regarde ce qu'ils donnent. Donc moi effectivement, avoir 90 minutes d'un joueur moyen, je m'en fous un peu. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir en fait un bon joueur déjà, et après on verra sur s'il peut jouer sur de la longueur, et c'est l'objectif. Malheureusement, ces joueurs que tu viens de citer, ça va être un peu les seuls qui seront sur la shortlist du Paris Saint-Germain, parce que les top milieux du niveau de Marco Verratti, c'est qui? C'est Nicolo Barella, qui est jugé intransférable du côté de l'Inter Milan, Frenkie de Jong du côté du Barça, qui je pense ne quittera pas, Tonali qui est parti à Newcastle, Gundogan qui est parti au Barça. Donc en fait, les profils de Marco Verratti, il n'y en a pas, quoi. Donc malheureusement, tu vas devoir chercher des joueurs avec moins de talent, mais plus de fiabilité. Ouais, premièrement, on est sur quand même les pronoms entre guillemets. Ouais. J'ai l'impression quand même que Sangaré pourrait arriver. C'est le milieu de terrain pour moi qui a le plus de chances aujourd'hui d'arriver au PSG. En termes de profil, c'est un 6, ça évolue devant la défense. Clairement, c'est en remplaçant de Manuel Ugarte, quand tu vois le profil. Je vais venir après. Après, c'est un joueur sur le profil athlétique, il coche totalement la case. Fiabilité, pareil. Et en termes d'expérience, PSV Eindhoven et Côte d'Ivoire. Donc on peut y aller dessus. À quel prix, je ne sais pas, c'est combien? 37 millions, sa clause. 37 millions, c'est une clause. Ouais. Bon, pourquoi pas, d'accord. Maintenant, c'est sur l'opération en elle-même que je comprends pas. Et je rebondis sur ce que tu dis. Ça veut dire c'est un remplaçant de Manuel Ugarte. Moi, je comprends pas pourquoi tu vas ramener Manuel Ugarte 60 millions
Visiblement, t'en fais un titulaire qui peut rendre en tout cas de bons services quand tu regardes son premier match contre Lorient. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu vas chercher un joueur comme ça, puisque tu as Cherendour qui a 19 ans et qui est sur le banc, qui pourrait être lui le remplaçant. Tu as 19 ans, tu viens de Benfica, tu es vendu comme un prospect, donc tu peux être remplaçant. Je vois pas pourquoi tu vas chercher Sangaré. Mais surtout, là, tu viens de dire deux prix qui sont quand même importants. Donc 60 millions Ugarte, 37 millions Sangaré. Donc ça fait quoi? Ça fait 97 millions d'euros. Faut pas me faire croire qu'à 97 millions d'euros, tu peux pas aller chercher un top 6. Je crois que Casemiro est parti pour 80 millions à Manchester United. Franchement, quitte à prendre Ugarte et Sangaré, autant prendre un mec qui a deux fois leur talent et qui coûte peut-être deux fois leur prix. Mais aujourd'hui, tu as fait Ugarte et on te dit il y a peut-être Sangaré qui arrive. Moi, en termes de pronos, je dis oui, effectivement, vu les rumeurs et vu tout ce qui se passe sur le mercato, j'ai l'impression qu'il est proche du PSG. J'ai l'impression. En tout cas, Est-ce que c'est une bonne chose qui vient, c'est autre chose. Après, il y a le Bayern aussi qui serait dessus. Qui serait en discussion aussi avec, pour Sangaré, donc à voir. À voir, mais moi je n'arrive pas à comprendre l'idée de le recruter. Est-ce que tu veux changer de système de jeu? Est-ce que tu veux mettre en concurrence Ugarte, que tu as acheté 60 millions? Est-ce que tu veux carrément le déloger? Je sais pas. Surtout que Luis Enrique en conf de presse te dit que... Alors je sais pas si c'était en conf de presse ou pas, mais qui te dit que Danilo Pereira, c'est en conf de presse, il pourrait évoluer au milieu de terrain. Et on l'oublie dans entre les lignes. T'as raison de le rappeler. Et en défense centrale, donc en fait, pourquoi tu vas doubler un joueur que tu as déjà doublé? Donc en fait, ça n'a pas de sens. Sangaré et Danilo Pereira, c'est un peu du pareil au même. Mais je suis pas sûr que tu aies une grosse plus-value en recrutant Sangaré quand tu as Danilo. C'est vraiment incompréhensible. En termes de pronostics, on parle donc de deux profils, un milieu athlétique et un milieu créatif. Comme si c'était impossible d'avoir les deux déjà. Comme si c'était impossible, mais bon. Aujourd'hui, exactement. Est-ce que pour vous, il y aura combien d'arrivées au milieu de terrain? 1, 2 ou 0? 1. Uno. Et donc pour toi, tu vas plutôt Sangaré? Je vois soit Sangaré, soit Manu Koné. Le Manu Koné, ça serait quand même plus pour le côté un peu créatif. Mais moi j'ai dit qu'il n'y aurait qu'une recrue au milieu de terrain et que tu garderais Marco Verratti. Donc pour toi, moi, ça serait soit Sangaré, soit Manu Koné. Moi je pense que Ibrahim Sangaré pourrait arriver et que sur le créatif, l'info qui nous dit que Kanguini pourrait redescendre d'un cran, et elle n'arrive pas par hasard, et ça serait lui du coup le créatif, il est déjà dans l'effectif. Moi je pense qu'il n'y aura aucune recrue. Peut-être que je au me milieu, trompe. aucune. Au milieu, aucune. Parce qu'en soi, tu as l'effectif qu'il faut au milieu de terrain. Effectivement, 37 millions, c'est pas rien. Aujourd'hui, tu as Manuel Ugarte. Aujourd'hui, tu as Danilo Pereira qui peut monter. Aujourd'hui, tu as potentiellement Marco Verratti qui peut rester. Tu as même Marquinhos qui peut monter effectivement d'un cran. Cherendour. Donc pour le Vitinha. coup, tu as Vitinha. Tu as beaucoup de joueurs. Je ne sais pas si vraiment Ibrahim Sangaré serait vraiment une plus-value. Et effectivement, à choisir, si tu dois prendre Manu Koné ou Marco Verratti, pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. La question est vite répondue. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que pour moi, en fait, tu as déjà ce qu'il faut. Concentre-toi effectivement sur l'attaque, où tu as quand même perdu Neymar et Messi, qui sont quand même c'est quand même pas rien. Va te concentrer sur l'attaque et tu vas effectivement, si au mercato hivernal, si tu vois que tu as des failles au milieu de terrain, peut-être que tu y agiras. Mais pour le coup, pour moi, je ne vois pas en tout cas du mouvement du côté du milieu de terrain. Et vous, est-ce que vous voyez du mouvement au milieu de terrain? Combien de recrues au milieu? 0, 1, 2, dites-le dans les commentaires. 3 ou 3, pourquoi pas, comme 3 comme toujours. Voilà. Comment on peut conclure? Eh bien, concluons. Voilà, tout simplement. Je suis pour. Voilà, on peut conclure en disant merci beaucoup, tout simplement. Et puis, on se retrouve très vite dans un autre talk. Déjà, il y a un match samedi contre Toulouse. Et puis, moins de 2 semaines de mercato qui vont arriver. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer. Il y aura encore beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, pourquoi pas les 100 000 un jour, comme toujours. Tu vas le dire à chaque vidéo, tu vas le dire. À chaque vidéo, jusqu'à ce qu'on atteigne les 100K. Et quand on atteindra les 100K, je dirais le million. Comme ça, ce sera les 100K du peuple. Chaque vidéo, on le rappelle, ils seront avec nous. Exactement, les 100K du peuple, c'est bien dit. Voilà, allez, bonne journée. Tout simplement. Ciao tout le monde.